La cohabitation est-elle impossible entre cyclistes et automobilistes? Les accidents impliquant les vélos sont de plus en plus nombreux. Élément de réponse à venir. Attention, du poison peut être dans votre jardin. Une étude a été lancée partout en France et aussi en Outre-mer sur l'utilisation domestique des pesticides. Et puis c'est une première pour l'art culinaire antillais. Le premier salon de la gastronomie des Outre-mer s'est ouvert aujourd'hui, porte de la Villette à Paris. Nous y étions. Avant-goût de carnaval cet après-midi au Lamentin. Malgré la pluie, les carnavaliers ont arpenté les rues de Morne-Pavillon à l'initiative d'une association de quartier. Bonsoir, je suis ravie de vous accompagner pour cette heure d'information. Votre journal qui débute avec cette information. Le corps du Martiniquais Rémi Plézel aurait été retrouvé. Le coordinateur des recherches sans trop s'avancer dans ses déclarations a indiqué qu'une dépouille portant un uniforme avec les 3 barrettes de copilote avait été repêchée par les plongeurs. L'identité du Martiniquais doit encore être formellement confirmée par des analyses. Il y a quelques semaines, les premières données des boîtes noires avaient révélé que Rémi Plézel était aux commandes de l'appareil AirAsia, joint par nos soins. La famille de Rémi Plézel ne souhaite pas commenter ces récentes informations et préfère attendre la confirmation de l'identité du corps. Une autopsie va être pratiquée pour tenter de déterminer les circonstances du décès d'un homme d'une quarantaine d'années à la marina du Marin. Il aurait été retrouvé aujourd'hui. Et puis une collision assez importante s'est produite en début d'après-midi sur la RN5 dans le sens Fort-de-France, Rivière-Salée. Un accident ayant provoqué de nombreux dégâts matériels. Aucun blessé n'est par ailleurs à déplorer. Restons sur les routes justement, avec cette question, la cohabitation est-elle impossible entre cyclistes et automobilistes? La piste cyclable reste le meilleur moyen de prendre son vélo sans danger, mais l'ouverture du circuit fermé de Pays-Noyer à Ducos se fait attendre. Du coup, les cyclistes s'entraînent au milieu des voitures au détriment de leur sécurité, mais aussi parfois du respect du code de la route. Le reportage de Julien Gaudichaud et d'Élodie Toto. Gérard Guéritan n'est cycliste que depuis quelques mois et déjà, il en fait les frais. J'ai été renversé par une voiture mardi matin alors que je roulais avec éclairage à l'avant, à l'arrière, tenue fluo, au rond-point d'Abrasky-Lorraine, et une voiture qui descendait. Ne regardait pas devant mais regardait sur la gauche les voitures qui arrivaient. Et donc je suis tombé sur le côté droit, donc une fracture de la clavicule. La faute aux automobilistes, mais pas seulement. Je me suis toujours posé la question pourquoi il n'y avait pas plus de bandes cyclables en Martinique. Parce que la seule bande cyclable que je connais, c'est entre le Marin et Sainte-Anne, sur une portion bien précise. Quasi impossible donc de ne pas rouler sur la route, avec les risques que cela comporte. Pour l'illustrer, Moïse Uriti, champion de cyclisme en 1995, a accepté de se mettre dans la peau d'un cycliste amateur. Regardez, il y a un véhicule qui coupe la route, qui coupe la ligne continue. Alors, il y a un cycliste qui arrive. Très vite, derrière lui, un embouteillage se forme. Au volant, certains s'impatientent. De la même façon qu'on doit faire attention à eux, il faut aussi qu'ils fassent attention aux automobilistes aussi. Voilà. C'est occasionnel, moi je trouve. Qu'ils n'aient pas de place, je les comprends, donc du coup ils sont obligés d'aller sur la route. Malgré son expérience, Moïse Uriti n'était pas serein. Après, on n'a pas de pare-choc, on n'a rien qui protège. Dès qu'on tombe, on est directement le corps sur le bitume ou bien sur les carrosseries. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une grosse campagne de sensibilisation au niveau des automobilistes pour respecter les cyclistes, c'est très important. Un spécialiste de la conduite a analysé pour nous la conduite du champion. Le bilan est plutôt critique. Il n'était pas assez prudent parce qu'il roulait un petit peu trop au milieu. Donc normalement, il faut qu'il roule à peu près à 1 mètre du trottoir, tout en sachant que pour laisser les automobilistes le dépasser en toute sécurité. Et bien sûr, lors des changements de direction, il n'indiquait pas, n'était pas assez prudent et ne regardait pas assez autour de lui. Manque d'attention, mauvais partage de la route. Entre cyclistes et automobilistes, la responsabilité serait donc partagée aux usagers de trouver le bon mode de cohabitation.
Le magasin Monsieur Bricolage de Dillon va mettre la clé sous la porte. Les 25 salariés de l'enseigne du groupe Bernard Ayotte ont appris la nouvelle hier au cours d'une des réunions organisées par la direction. Le magasin n'était plus rentable et nécessitait des travaux de remise aux normes trop coûteux. Des solutions de départ volontaire ou de reclassement sont en cours d'étude par le personnel. Focus maintenant sur ces poisons que nous utilisons au quotidien, les pesticides. Une étude a été lancée partout en France, aussi en Outre-mer, par l'Agence nationale sanitaire. L'objectif, mieux connaître les usages domestiques de ces produits. Exemple le plus parlant, ceux que nous utilisons dans nos jardins. Le reportage de Julien Goudichaud et d'Élodie Toto. Le sujet est sensible. L'utilisation domestique des pesticides n'est pas à prendre à la légère. Certaines personnes en ont fait la douloureuse expérience. C'est le cas de Franz. Il y a quelque temps, il a eu recours à l'utilisation de désherbants, mais avait mal choisi son heure. J'ai passé ça vers 10h midi et je suis tombé. Pour passer le truc, il faut de très tôt, très bonne heure. Mais quand il est midi, c'est plus dangereux. Florent Grabin est président d'une association écologiste. Il tire la sonnette d'alarme. Pour lui, les particuliers devraient être beaucoup plus vigilants sur les composants de ces produits. L'acheteur doit vérifier au moment où il achète un désherbant, si c'est marqué glyphosate dessus, il met une croix dessus. Il pose préjudice à ses voisins, à ses enfants, mais, passez-moi l'expression, il esquinte son terrain. Et il faut savoir une chose, ce sont des effets différés, que là, ce sont des produits qui sont ultra dangereux, ultra cancérigènes. On voit les effets 20-30 ans après, et il est trop tard. Une attention qui doit être de mise le jour de l'achat. Ce client en est conscient et ne tient pas à retrouver du poison dans son assiette. C'est la première chose qu'il faut regarder, ce sont les étiquettes, parce qu'il y a des désherbants qui sont pour l'herbe, mais qui agissent aussi sur les cultures. Et il y a de ceux qui agissent seulement sur l'herbe et qui n'agissent pas sur les cultures. À force de mettre des pesticides, ça dégénère le sol et ce que nous mangeons aussi, ça peut nous faire du mal. Iliane passe beaucoup de temps à cultiver son jardin et elle n'est pas prête à mettre n'importe quel produit dans son sol. Je suis plus fumier, l'herbe de la tondeuse que je fais pourrir et après je mets. De nos jours, on craint, je ne suis pas la seule, nous craignons beaucoup les produits chimiques et compagnie. Alors je préfère le naturel. Préserver son entourage et se préserver soi-même. L'étude Pestium se déroulera dans 10 communes de chaque département durant 1 à 2 mois. Au total, 600 foyers participeront. Oser l'excellence, c'est la traditionnelle journée porte ouverte consacrée aux classes préparatoires, aux grandes écoles, au lycée Bellevue à Fort-de-France. Historiquement, premier lycée à avoir accueilli des prépas, Bellevue, à l'instant d'une matinée, regroupait professeurs et anciens élèves des classes du Centre-Sud, France Fanon et Joseph Gaillard. On écoute l'entretien d'Isabelle Ferrière avec le professeur du lycée de Bellevue. Les combats que nous menons, ils sont d'atténuer les peurs, je ne suis pas capable, relever la confiance en soi, l'ambition, et surtout, et peut-être, et de plus en plus fort, soutenu en cela d'ailleurs par une politique régionale, se dire que l'insertion professionnelle à la Martinique, le retour pays des diplômés, est aussi une promesse. Nous sommes particulièrement fiers, d'accueillir tous les élèves de tous les lycées de la Martinique. Il y a de l'excellence partout, de toutes les classes sociales, et pour autant, le prix à payer n'est pas celui de la réussite, puisque nous sommes tous à 100% de réussite et d'intégration. Restez avec nous. Dans quelques instants, notre JT des communes se délocalise, comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Puis nous prendrons dans un premier temps la direction du Carbet, où le presbytère de la commune fait peau neuve. Puis sortie découverte également aux eaux de la commune. Nous verrons si les nouveaux pensionnaires se sont parfaitement adaptés à leurs nouveaux lieux d'habitation. Direction la Guadeloupe maintenant, où la 20e conférence des présidents des régions ultra-périphériques de l'Europe s'est terminée hier. Outre ceux des Dom-Tom, les présidents de régions des îles Canaries, des Açores et Madère étaient dans l'île. Temps fort de cette conférence, la passation de pouvoir de Victorin Lurel à son homologue de Madère, Manuel Goncalves de Freitas. On refait un retour sur ce sommet avec notre journaliste Linda Kayarsi en Guadeloupe.
Cette année encore, les régions ultrapériphériques, à travers une déclaration finale, se sont accordées sur les orientations à prendre pour les 12 mois à venir. L'objectif, relancer la croissance et l'emploi. Au-delà de ce qui se fait déjà avec les fonds sociaux européens, avec l'initiative pour l'emploi des jeunes, avec les fonds nationaux, chaque gouvernement central met de l'argent pour lutter contre le chômage et développer une politique de l'emploi qui est une compétence nationale. Ce n'est pourtant pas suffisant. Donc il faut là changer de braquet et dire et faire ce que nous avons demandé, un plan choc contre le chômage. Le chômage, l'agriculture, la pêche, autant de secteurs qui exigent des réponses urgentes et adaptées de l'Union européenne afin de garantir l'équilibre des régions, une cohésion sociale, des enjeux que le nouveau président du Congrès des RUP aura à défendre. Nous voulons prendre le relais, donner la continuité à ce travail développé déjà pour la Guadeloupe. Par contre, nous ciblerons trouver des solutions pour des problèmes qui touchent les régions ultrapériphériques, telles que la distance qui nous éloigne, telles qu'en fait trouver une plus grande visibilité de leur marché. Et ce, en dépit des efforts menés par l'Union européenne, qui une fois de plus s'est engagée à travers des programmes, des fonds européens, à répondre aux besoins, aux spécificités des régions ultrapériphériques. La première priorité est de ne pas perdre d'argent, de ne pas perdre de financement sur cette programmation. Deuxièmement, établir des programmes de grande qualité, parce qu'il faut savoir que ces programmations peuvent durer de 7 ans jusqu'à 10 ans, donc ce sont des investissements à très long terme. La déclaration finale met un terme au 20e congrès des RUP, des régions ultrapériphériques considérées par ses représentants comme un laboratoire d'avenir pour l'Europe. C'est une première pour l'art culinaire antillais. Le premier salon de la gastronomie des Outre-mer s'est ouvert aujourd'hui, porte de la Villette à Paris. Tout ce qui se mange et se boit dans nos régions sont en tête d'affiche. Un retour aux sources pour les expatriés, une découverte gustative pour les autres. À Paris, visite guidée avec Thomas Delorme. Depuis ce matin, ce stand martiniquais ne désemplit pas. Il y a les connaisseurs. Allez, on fait un petit plaisir. Un peu de chaleur, on fait ça. Et on s'en va. Et donc, c'est le piment végétarien. Ça va avec toutes les viandes, même le poisson, et ça donne une très bonne, une bonne saveur au repas. Et ceux qui découvrent, le marlin fumé en l'occurrence. Ça me plaît, on sent bien le goût du poisson. Le piment qu'il a mis dessus, en fait, n'anesthésie pas le palais. Et on a toutes les saveurs, c'est délicieux, le gingembre, le citron, non, très bon. Vous en voulez? Et pour les chefs qui animent les ateliers, c'est une véritable partie de plaisir. Ça, c'est les crevisses. Montrer ce qu'on peut faire avec nos produits, c'est magique. Montrer aux gens enfin, qu'on n'est pas... la France est très forte en gastronomie, mais nous, on a de quoi jouer égal avec eux, sans souci. C'est la première édition du Salon de la gastronomie ultramarine. Les portes se sont ouvertes ce matin pour 3 jours et le public est au rendez-vous. Ça arrive rarement d'avoir un salon comme celui-ci et c'est pour retrouver un peu notre culture au niveau gastronomique. Ultramarins ou simples parisiens, 5 heures après le lancement, ils étaient déjà 1400 à avoir franchi les portes. On se presse sur tous les stands. Pourtant, à 15 jours du Salon de l'agriculture, la plus grosse vitrine des produits d'outre-mer, le pari était risqué, mais l'exercice est différent. Ici, on est vraiment plus sur le produit et sa transformation. Au Salon de l'agriculture, on est plus sur les filières de production, la façon dont c'est produit, le contact avec les agriculteurs. Enfin, voilà, disons que ça se complète pas si mal que ça. Pour cette première édition, la gastronomie ultramarine était surtout axée outre-Atlantique. Sur les 85 stands présents, plus des 3/4 sont antillais. Parlons maintenant d'un milieu qui a le vent en poupe, celui de la croisière. Avec un boom des ventes de séjours en 2014 de près de 12%, voici une manne qui n'a pas échappé aux grandes compagnies de séjours à la carte. Les offres et les promotions de séjours se multiplient, notamment à destination des Martiniquais, de plus en plus friands de ce mode de voyage. Le reportage d'Élodie Toto. On a beaucoup de clients martiniquais, on embarque en fonction des semaines, des valeurs entre 150 et 200 clients qui embarquent régulièrement au départ de Fort-de-France. La clientèle des DOM-TOM, des départements et territoires d'outre-mer, est extrêmement friande de croisières. C'est un moyen de vacances qui est extrêmement privilégié ici dans l'arc caraïbéen. Et c'est vrai que les gens apprécient de partir à la découverte d'île en île. C'est un mode de vacances qui se développe énormément et qui est extrêmement apprécié par cette clientèle. On est sur un phénomène d'une augmentation
augmentation d'environ de 12% par an, ce qui est relativement extrêmement important et qui est bénéfique pour toutes les compagnies de croisière. Les festivités carnavalesques annulées à Saint-Pierre au lendemain de la rixe entre deux groupes de jeunes, nous en avons parlé justement hier. Eh bien, les deux bandes rivales se sont affrontées en plein centre-ville. L'un des protagonistes d'ailleurs a été blessé au coutelas à la tête et conduit à l'hôpital. Par mesure d'apaisement, la municipalité a décidé de suspendre toutes les manifestations de carnaval prévues ce week-end dans la commune. Puis il fallait plus que quelques gouttes d'eau pour arrêter la parade des mornes cet après-midi au Lamentin. Justement, cette parade proposée par l'association Moon Pavillon et ses juniors a enflammé le quartier au cœur de l'ambiance justement. Regardons le reportage de Julien Goudichou. Satisfaite, heureuse et puis super stupéfaite de voir autant de monde dans les rues malgré la pluie et ça ne gêne personne en fait pour le faire le carnaval. Les habitants sont heureux, on est content de les voir sourire comme ça. On habite le quartier, ça fait déjà plus de 30 ans, donc c'est quelque chose d'exceptionnel quoi. Donc malgré la pluie, il faut venir encourager les groupes quoi. On a tous aimé le carnaval, c'était bien. J'ai bien aimé ceux qui font du tombeau. Je m'en fiche de la pluie, c'est trop bien le carnaval. Cet hommage maintenant à l'écrivain sud-africain André Brink, qui est décédé cette nuit à bord d'un avion qui le ramenait d'Europe. Il avait 79 ans. André Brink, qui était connu pour ses nombreux écrits dénonçant l'apartheid en Afrique du Sud. Son roman le plus célèbre, Une saison blanche et sèche, paru en 1979, avait été adapté 10 ans plus tard à l'écran par Eusanne Palsy. La cinéaste martiniquaise avait d'ailleurs dirigé deux acteurs de talent, Marlon Brando et Donald Sutherland. André Brink avait eu l'occasion d'assister à une projection en Martinique. Le professeur se passionnait aussi pour les œuvres d'Aimé Césaire. Voyez la réaction de la réalisatrice interrogée par Kathleen Bilascopette et Loïc Régis. On s'est connu à Paris, il m'a avoué qu'il avait deux rêves qu'il souhaitait donc réaliser. Premièrement, voir un jour ce film avec un public noir, et puis rencontrer Aimé Césaire, parce qu'il avait justement rencontré Aimé Césaire. Il avait découvert Aimé Césaire quand il était étudiant à la Sorbonne dans les années 60. Il avait découvert son œuvre et ça l'avait bouleversé, ça avait déclenché quelque chose en lui, ça avait transformé cet homme. Il était devenu un guerrier, quoi. Et il ne pouvait plus penser et écrire de la même manière. Il s'est intéressé brutalement à l'apartheid, à ce qui se passait dans son pays. Il est venu, il y a à peu près moins d'une dizaine d'années de cela, à la Martinique. On a fait une projection d'Une saison blanche et sèche et la salle était pleine, mais pleine, c'était sous le Grand Carbet. Et il a eu une ovation, mais extraordinaire. Il était tellement bouleversé qu'il en a pleuré. Et ensuite, il a fait la connaissance de Césaire. L'information locale et communale continue. Plein feu dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes. Ce nom désignait autrefois une habitation précolombienne, ville de près de 4000 habitants, aux multiples atouts. Malgré un passé douloureux, le Carbet est dans le viseur du JT des communes cette semaine. Son nom désignait autrefois la case principale de réunion du village Caraïbe. Côté mer, ici, l'on pratique la pêche à la Seine, à la traîne et au palan. L'aquaculture en mer continue sa progression. Au plan industriel, la distillerie Naisson est la toute dernière unité encore en activité. Et puis enfin, le Carbet, c'est la pêche, ce sont des hôtels, mais aussi l'agriculture vivrière. C'est parti pour quelques minutes de plaisir.
Après l'église l'année dernière, c'est au tour du presbytère de faire peau neuve. La résidence des curés depuis plusieurs siècles est classée actuellement en monument historique. 550 000 € de budget et 10 mois de travaux seront nécessaires pour restaurer l'édifice. Reportage Volana, Razafi Manansoa. Toutes les cloisons de l'étage ont été démontées et les poutres sont en train d'être changées. Depuis plusieurs mois, les ouvriers travaillent à la restauration du presbytère du Carbet. On voit une poutre qu'on a changée avec un trait de Jupiter, un assemblage pour renforcer la solive. Et donc il y a des solives qui sont reposées anciennes et il y en a qui sont neuves. Et donc sur ce même chantier, on a le parquet, les cloisons et toutes les menuiseries. Donc il y a une partie des menuiseries qui sont entièrement neuves et il y a une partie des menuiseries qui vont être restaurées. Cet édifice qui a traversé les siècles doit être restauré à l'identique. Une réfection qui a un coût 550 000 € financé par la région, la direction des affaires culturelles et la ville à hauteur de 10%. Alors, les travaux donc, du presbytère ont débuté en septembre, donc pour une durée de 10 mois. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui donc le travail est réalisé donc d'une manière minutieuse à l'ancienne. Donc c'est pour ça que les bâtiments historiques, les monuments historiques prennent le temps qu'il faut pour que les bâtiments soient réalisés en conformité. L'année dernière, l'église avait également été restaurée, des travaux importants pour une des plus anciennes églises de la Martinique. Le bâtiment a été construit au XVIIIe siècle avant que le Carbet ne devienne une commune. C'est d'une certaine manière autour de l'église que se construisent aussi les communes. Après on voit la mairie, on voit la préfecture, on voit la gendarmerie. Ça donnait des places. On me dit souvent, on parle de la place de l'église. Et donc c'est un lieu de rassemblement, un lieu où tout le monde peut se retrouver. L'église ainsi que le presbytère sont classés monuments historiques depuis 1978. Image fort sympathique à l'entrée du bourg du Carbet, ces kiosques implantés pour l'association des commerçants et artisans que l'on appelle les artisans du coin qui proposent à la population et aux visiteurs des bijoux, des vêtements mais aussi un jeu de 8 cartes à l'effigie des communes du Nord Caraïbes. Reportage Volana, Razafi Manansoa. Cela fait 15 ans qu'Edena fabrique et commercialise des produits respectueux de la nature. Dans sa boutique du Carbet, elle propose des cosmétiques naturels ainsi que des vêtements fabriqués dans notre île. Pour Edena, il est important de valoriser les richesses de la Martinique. Les graines végétales, la cannelle, l'aroman, le cachibou, le bakwa, mais aussi toutes les créatrices de bijoux au niveau du wax, au niveau du madras, la calebasse. Les bijoux avec des matériaux naturels comme le bois flotté, les coquillages. Donc c'est je dirais vraiment la vitrine des créateurs artisans locaux. Une idée originale dans le kiosque voisin, des jeux de société où les 8 communes du Nord Caraïbes sont mises à l'honneur. Nous avons en fait des produits, des jeux de cartes illustrés avec les photos des différentes communes, un jeu des 8 communes qui est basé un peu sur le principe des 7 familles, où on fait le tour des 8 communes de la Martinique à travers de questions. Je veux dans la famille Bellefontaine, je veux telle chose, la famille Carbet, je veux telle chose. Sandrine et Edena font partie de l'association Les Artisans du Coin, créée il y a 1 an au Carbet. Ces commerçants et artisans visent une clientèle touristique, mais souhaitent surtout attirer les résidents du Nord Caraïbes. C'est pas uniquement touristique parce qu'on souhaite également que les locaux s'approprient l'espace. On n'a pas spécialement besoin d'aller sur Fort-de-France et tout. Donc vous avez tout à portée de main. La proximité, bien sûr. Proximité, artisanat, des ingrédients essentiels qui ne manqueront pas de faire venir les touristes et les Martiniquais. On se retrouve cette fois dans un décor enchanteur, le Zoo du Carbet qui a ouvert ses portes il y a seulement 6 mois. Il accueille déjà près de 60 000 visiteurs, une clientèle essentiellement locale car elle peut revenir toute l'année avec le prix d'un seul billet. Les enfants sont comblés de bonheur sur ce site. D'ailleurs, ils viennent surtout admirer Ulysse le jaguar, la star et ses amis. Singes, perroquets, jaguars, le zoo de Martinique est une sortie incontournable pour les enfants et chacun a son animal préféré. Moi, ce que j'aime voir le plus au zoo, c'est les kangourous. Ils sont beaux, c'est très beaux. Les jaguars aussi sont beaux, hein? Mais ils me faisaient un petit peu peur. Hein? Ce que j'aime, c'est les capucins
les jaguars, les perroquets. Mais celui-là, faut pas qu'il chie sur ma tête par contre. Hein. Si les loriquets arc-en-ciel sont très appréciés des visiteurs, l'intérêt est réciproque. C'est une belle idée, c'est un beau concept, le lieu est vraiment idyllique. Bon, il n'y a pas encore tous les animaux, donc ça incite le visiteur à revenir forcément. En tout cas, pour ma part, je reviendrai, c'est sûr et certain. Puisque voilà, il y aura les chauves-souris. Vous êtes fait un nouvel ami? Oui, exactement. Mais je pense que je vais l'emmener chez moi. Et non madame, vous ne pouvez pas l'emporter chez vous, d'autant plus que c'est l'heure du repas et certains clients restent un peu sur leur faim. J'ai vu un tigre et un léopard, c'est ça? Un jaguar, un puma, il manque le lion. Moi je voulais voir le lion, moi je voulais jouer à la lionne aussi. Le roi de la jungle, nouvelle star du zoo du Carbet, voilà qui ferait de l'ombre à Ulysse le jaguar. Mais pour fidéliser la clientèle essentiellement locale, la direction doit sans cesse innover. On tâchera au fur et à mesure de proposer d'autres espèces animales, éventuellement d'organiser des ateliers. On va essayer de diversifier l'activité pour que les gens viennent et reviennent, mais en découvrant à chaque fois quelque chose de nouveau et surtout que le zoo soit avant tout un lieu d'éducation et de sensibilisation à la protection de la faune sauvage. Nouveau défi, accueillir davantage de vacanciers. En pleine saison touristique, le zoo commence à se faire connaître outre-Atlantique. Pas mal d'animaux, une très belle végétation, une très belle mise en scène, très intéressant, un tout petit peu onéreux peut-être, mais bon, on sait que c'est pour la bonne cause, alors on l'accepte. J'ai découvert ce parc sur les conseils d'une amie, puisqu'il est ouvert depuis peu, mais je suis ravie de cette visite et je crois que je ferai une bonne publicité dans mon entourage. Depuis son ouverture il y a 6 mois, le parc zoologique a accueilli 60 000 visiteurs venus admirer près de 200 animaux. On est de retour sur la place des Caraïbes en compagnie de notre invitée, une femme, Rosemonde Zébo-Jourdan, quelqu'un qui connaît bien la commune. Vous y avez grandi et vous êtes particulièrement intéressée, on dirait même passionnée par la culture de cette ville. En effet, puisque cette ville du Carbet, c'est une ville très riche en histoire. J'ai eu le plaisir d'y passer les plus jeunes années jusqu'à maintenant et je me suis passionnée vraiment pour elle. Qu'est-ce que l'on doit particulièrement retenir du Carbet en termes historiques? Alors je sais qu'il y a eu une sorte d'insurrection aux alentours de 1822, qui était quand même assez marquante. Oui, c'était une insurrection où beaucoup de Blancs s'étaient fait tuer et tout ça. C'était l'une des premières insurrections d'esclaves. Mais nous avons aussi eu la première insurrection des Békés contre justement le gouverneur par rapport à certaines lois qu'il avait mises. Et cette insurrection, ce fameux gaoulé, s'était déroulé au niveau de l'habitation Latouche du Carbet. C'est pour cela qu'on dit que le Carbet est riche en histoire, mais c'est une commune qui a été marquée un peu par l'histoire. Oui, parce que le Carbet, c'est on va dire que c'est la première paroisse de Martinique. Christophe Colomb y a jeté l'ancre le 15 juin 1502. Ensuite, Denambuc est arrivé à Saint-Pierre en 1635 et il est venu sur le Carbet. Donc c'est une commune qui a été érigée en commune en 1837. Et puis nous avons plein de choses. Nous avons aussi en 1954 l'affaire des frères Jacques. C'est ça, et puis il y a eu une grosse activité sucrière dans cette commune, notamment avec les différentes distilleries. Oui, il faut savoir que auparavant, le Carbet comptait environ 60 distilleries et sucreries, puisque le Carbet était très vaste, puisqu'il englobait la commune du Morne-Vert, une partie de Pont-Saint-Denis. Jusqu'en 1929. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut retenir du Carbet? C'est une commune forcément ouverte sur la mer, on y pratique la pêche, il y a l'activité des hôtels, de l'agriculture, vivrière et maraîchère aussi. Mais comment vit-on au Carbet? On y vit très bien. Comme je dis, le Carbet commune tournée vers la pêche, mais aussi vers l'agriculture, c'est-à-dire les cultures vivrières et maraîchères. Et puis, c'est une commune qui a quand même des grands hôtels de la place. On dit qu'il va disparaître? Non, c'est faux. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Simplement, il y aura une restructuration. La preuve, c'est encore ouvert. Et puis, nous avons aussi une particularité sur la côte Caraïbe, cette fameuse pêche à la Seine que les touristes adorent.
où on tire le filet. Puis nous avons aussi la pêche à la traîne, la pêche au palan. Et puis nous avons... Et on connaît aussi les ambiances nocturnes. Voilà, les ambiances nocturnes. Le bord de mer. Voilà, etc. nous avons l'aquaculture, hein, les loups caraïbes. Et puis le carbet. Alors on voit qu'il y a quand même, en traversant cette commune, beaucoup de jeunes un peu désœuvrés. C'est un peu ce qui se passe dans toute la Martinique, mais côté travail, ça doit être particulièrement difficile. Hein. C'est assez difficile. Maintenant, nous avons un travail que nous faisons d'accompagnement de la jeunesse. Quand les jeunes veulent vraiment s'y mettre, nous sommes prêts à les aider. Nous avançons avec eux. D'ailleurs, nous, c'est qui? C'est la commune? La municipalité. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine de jeunes qui ont été recrutés en CAE, CUI, puisque vous savez que toutes les communes ne sont pas, comme toutes les communes, le Carbet n'est pas riche, donc il ne peut pas embaucher à tour de bras. Donc, mais déjà, chaque jeune qui vient chez nous, ils doivent avoir un projet professionnel. En fait, ce contrat ne doit servir qu'à d'étrier, si vous voulez, pour aller plus loin. Ils doivent avoir un projet professionnel. C'est cela. Donc, vous tenez à cœur, vous avez à cœur d'accompagner cette jeunesse et notamment ceux qui sont restés un petit peu sur le carreau. Ceux qui sont restés il y a quand même des carreau, choses à faire. Il y a la pêche, il y a encore du développement à mettre en place. Voilà, il y a encore du développement. Nous sommes conscients qu'on n'a pas encore fait assez, mais nous nous y attelons. Merci Madame Rosemonde Jourdan. Quant à vous, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Nous arrivons à la fin de notre magazine. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune. Retour dans les studios. Votre journal local et communal touche à sa fin. Restez avec nous. Vous retrouverez dans quelques instants votre magazine sportif Sport Week-end avec Stéphane Lupon.